Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Frédéric Denise, merci de nous faire l'honneur d'animer cette masterclass et de partager généreusement avec notre public tes retours d'expérience concrets et opérationnels. L'équipe Ecopolis est ravie de vous retrouver en ligne cet après-midi. Je suis Élise Mailleux, architecte chargée de mission économie circulaire chez Ecopolis. Ecopolis, c'est avant tout une association dont les adhérents représentent tous les corps des professionnels de la construction et de l'aménagement francilien. C'est une communauté qui fédère plusieurs milliers de professionnels du secteur. Notre mission, c'est de contribuer au développement soutenable du secteur en accompagnant vos pratiques professionnelles. Nous sommes le pôle de ressources francilien pour le bâtiment et l'aménagement durable. Pour comprendre ce que cela signifie, je vous propose de visionner la courte vidéo de présentation qui va suivre. Vous êtes un professionnel du bâtiment ou de l'aménagement francilien. Vous contribuez à bâtir la ville de demain. Vous voulez inscrire votre opération dans une démarche durable. Mais voilà, vous auriez besoin de littérature, de partenaires, de formation, voire d'accompagnement sur votre opération pour faire évoluer vos pratiques. La solution, Ecopolis. Ecopolis est le centre de ressources pour la construction et l'aménagement durable en Île-de-France. Nous centralisons l'actualité pour sélectionner et diffuser en accès libre une information qualifiée. Nous produisons des documents, des retours d'expérience ou REX sur des opérations livrées et sur des sujets thématiques pour diffuser les bonnes pratiques. Nous organisons des événements où vous développez vos connaissances, vous élargissez votre réseau et vous pouvez échanger avec vos pairs. Nous formons aussi vos équipes pour les faire monter en compétences. Vous réalisez une opération de construction, réhabilitation ou aménagement. Vous souhaitez qu'elle soit de meilleure qualité sociale et environnementale. Pour vous accompagner, nous avons mis en place la démarche BDF, Bâtiment durable francilien. Nous vous suivons dès la programmation de l'opération, pendant la phase de conception, la phase de réalisation et jusqu'à 2 années d'usage. Vous avez une opération de construction, réhabilitation ou aménagement. Ecopolis vous apporte des partenaires et des solutions. Venez nous rencontrer. Alors, vous avez compris, vous nous connaissez un petit peu mieux chez Ecopolis. Et nous, on va en faire autant. On va vous demander de vous présenter rapidement les uns et les autres. Et pour cela, on vous propose de rejoindre la plateforme WooClap. Vous n'avez pas besoin de télécharger d'application. Uniquement vous connecter depuis votre téléphone si vous l'avez sous la main ou depuis un autre onglet sur votre ordinateur. Donc, vous allez sur wooclap.com. On va vous laisser quelques minutes pour vous connecter. Vous rentrez le code qui s'affiche UYRFHAN. Et ça va vous permettre de répondre aux petites questions qu'on va vous poser dans cette phase d'introduction, juste avant que la masterclass ne commence. Alors là, on a déjà 13 personnes qui sont inscrites, qui ont voté. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous avez encore quelques instants. On a a priori une majorité de BET, d'ingénieurs qui sont avec nous aujourd'hui. Vous êtes une soixantaine à être connectés. Quelques architectes maîtres d'œuvre aussi. La maîtrise d'ouvrage qui est pas mal représentée pour l'instant, 25%. Toujours le côté BET ingénieur qui a priori est le gros de notre public d'aujourd'hui. Je vous laisse encore quelques petites secondes pour vous connecter pour ceux qui ne sont pas encore sur la plateforme. Pour ceux qui ne sont pas connectés, je vous rappelle, il n'y a rien à télécharger. Vous allez uniquement sur Internet, sur votre téléphone ou sur un deuxième onglet à côté de la visio. Et vous rentrez le code avec les lettres UYRFHN. On voit qu'il y a quelques entreprises qui sont présentes, quelques institutionnels. Super, vous êtes 42 votants, c'est chouette pour la suite de l'introduction. La question suivante, quels sont vos besoins professionnels pour faire progresser vos opérations vers des pratiques plus soutenables? Est-ce que vos besoins sont liés à l'information, avoir accès à une information qualifiée? Est-ce que vos besoins sont liés à de l'information, avoir accès à une information centralisée? Est-ce que vous avez des besoins en formation?
sur les thématiques du bâtiment et de l'aménagement durable, ou plus spécifiquement sur les thématiques économie circulaire? Est-ce que vous avez des besoins d'animation, c'est-à-dire participer à des groupes de travail spécifiques avec des confrères? Est-ce que vous avez envie de participer à des événements, des visites de chantier, des visites d'opérations, des démonstrateurs? Et est-ce que vous avez des besoins en termes d'accompagnement de projet? Si oui, à l'échelle du quartier ou à l'échelle du bâtiment. Alors, vous êtes 30 votants, c'est très équilibré dans les réponses. Peut-être avec une majorité de besoins en formation spécifique sur l'économie circulaire, la réponse 4. Vous comprenez, il n'y a pas de bonne réponse, évidemment. Nous, ça nous permet juste de bien vous connaître. On a 36 votants. Et on peut voir aussi qu'il y a des besoins en information. On va s'arrêter là pour cette deuxième question. Ça nous permet, oui, on voit que c'est assez équilibré. Et du coup, ça me permet de rebondir sur les 4 grandes missions de l'association. Ecopolis fait de l'information. On a avant tout un centre de ressources avec des ressources documentaires qui sont produites ou sélectionnées pour vous et accessibles de manière gratuite sur ecopolis.fr. Donc, n'hésitez pas, si c'est l'un de vos besoins, à vous rendre sur le site internet. Ecopolis fait aussi de la formation, que ce soit en inter-entreprise au catalogue ou en intra-entreprise, des formations sur mesure. N'hésitez pas à nous solliciter parce que c'est des choses qu'on est en mesure de vous proposer. Ecopolis fait aussi de l'accompagnement de projets à travers la démarche quartier bâtiment durable francilien. Actuellement, il y a plus de 120 opérations qui sont accompagnées en Île-de-France sur cette démarche d'accompagnement au bâtiment durable. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous solliciter. Et Ecopolis fait de l'animation, des événements comme celui d'aujourd'hui. Pour illustrer un petit peu ce que je viens de vous présenter, ces 4 grandes missions, sur l'information, par exemple, vous pouvez vous abonner à notre newsletter mensuelle. Vous recevez tous les mois l'actualité du bâtiment durable. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux professionnels, sur notre chaîne YouTube, où vous trouvez des replays d'événements. Vous pouvez aller consulter les espaces thématiques en ligne, notamment l'espace thématique économie circulaire, et puis vous pouvez assister à nos différents événements. Sur le volet formation, puisque c'était un des besoins qu'on a pu identifier dans le sondage juste avant, Ecopolis vous propose une formation au réemploi les 6 et 8 décembre. Il reste 3 ou 4 places. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à nous faire une demande de préinscription. Et puis, sur le volet animation, on est, par exemple, si on parle toujours des événements liés à l'économie circulaire, partenaire avec le CAUE 77 de l'événement Un bus pour le réemploi, la réutilisation et le recyclage, qui aura lieu le 1er décembre. Si c'est un événement qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et enfin, pour illustrer notre mission d'accompagnement de projet, je vais citer le projet de la Maison des Canaux, qui est un démonstrateur réemploi que vous connaissez peut-être, qui a atteint la labellisation Or de la démarche quartier bâtiment durable francilien. Pour finir, si vous souhaitez profiter d'événements comme celui d'aujourd'hui, la masterclass qu'on peut vous proposer, n'hésitez pas à devenir adhérent à l'association. Vous serez prioritaire sur tous nos événements et surtout, vous participerez à la mise au pot commun. Ça sera votre contribution pour avancer vers des démarches plus soutenables. Je passe la main du coup à Frédéric pour cette masterclass numéro 2, puisqu'hier on a dispensé la masterclass numéro 1 sur la thématique « Comment intégrer la sobriété, la frugalité et l'éco-conception dans une opération de construction ». Et pour ça, je vais vous demander de votre côté votre niveau de connaissance sur le sujet abordé aujourd'hui. Est-ce que vous sentez que vous avez un niveau expert, un niveau avancé, un niveau intermédiaire ou plutôt un niveau débutant? On va vous laisser quelques secondes pour répondre. Alors, on a une personne dans l'assistance qui est experte sur le sujet. Ça pourrait être intéressant pour la phase de questions, le quart d'heure de questions qu'on pourra prendre dans le chat à l'issue de la masterclass. On a aussi beaucoup de débutants et d'intermédiaires, ce qui est le public cible pour pouvoir monter en compétences. 19% de personnes qui sont d'un niveau avancé sur le sujet.
Alors, vous êtes 32 votants, on va peut-être attendre qu'il y en ait 35 qui aient voté. Une deuxième personne experte. N'hésitez pas aussi dans le chat du Zoom à vous présenter pour qu'on puisse garder vos contacts. Donc c'est très bien. Frédéric, ça te donne une idée du panel de notre public d'aujourd'hui, avec une majorité de personnes, 49%, on a presque la moitié du public qui est d'un niveau intermédiaire sur le sujet d'aujourd'hui. Donc c'est très bien avec les débutants. Et pour finir, on va vous demander en un mot de décrire pour vous ce qu'évoque la sobriété, la frugalité et l'éco-conception dans une opération de construction. En un mot, cette notion, qu'est-ce qu'elle vous évoque dans vos pratiques professionnelles? Il n'y a évidemment pas de bonne réponse. Hein. L'idée, c'est de voir un petit peu. Donc, on a des mots qui apparaissent. Évidence, économie circulaire et réemploi, durabilité, nécessité, bon sens qui revient plusieurs fois. Donc, plus les mots sont gros, plus ça veut dire que vous êtes nombreux à les avoir cités. C'est une nécessité, c'est l'avenir. On parle de modularité, de résilience, planète heureuse, ralentir, c'est la base. On parle alors ça bouge, de réflexe, d'économie, économiser, vivre ensemble, juste mesure, coopération. Que des mots très, très encourageants. Donc Frédéric, on va commencer sur une note heureuse et je vais te laisser continuer. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, les mots me font très plaisir. En tout cas, que le mot bon sens et puis simplicité. En tout cas, le but, là, c'est de montrer que tout ça, en fait, c'est de démystifier un peu ces pratiques émergentes et de montrer que c'est simple, en tout cas, les rendre ordinaires. Je vais partager mon écran. Voilà, donc le thème de cet après-midi, c'est comment intégrer la sobriété, la frugalité et l'éco-conception dans une opération de construction. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Frédéric Denise, architecte. Mon agence s'appelle Archipel Zéro. On est engagé depuis, je dirais, une douzaine d'années maintenant, après un long exercice, on va dire, assez ordinaire, pendant une vingtaine d'années. Et là, ça fait une douzaine d'années qu'on a changé vraiment notre pratique, qu'on l'a rendu radical pour essayer d'approcher ce qui nous semble être ce qu'il faut faire voilà, pour répondre à des enjeux. Premièrement, ne pas construire. Voilà, c'est un peu se tirer une balle dans le pied quand on est architecte, mais je pense qu'il faut apporter des solutions assez radicales. Alors, par ne pas construire, c'est un cap, hein, le zéro, dont le nom Archipel Zéro. Mais le chemin, c'est de construire le moins possible. Et si on construit, construire de préférence pour le bien commun. Et le moins et le mieux possible. Et par le mieux possible, on entend de façon bioclimatique et low-tech, avec des matériaux à très faible énergie grise, des matériaux de proximité qu'on trouve donc, dans l'environnement proche, que ce soit des matériaux biosourcés, géosourcés ou des matériaux de réemploi. Donc, je voulais d'abord redéfinir un peu le mot frugalité. Bon, c'est un petit peu à la mode hein, depuis le mouvement Frugalité heureuse et créative, lancé par Dominique Gauzin-Muller et puis Alain Bornarel et Philippe Madec. Donc la frugalité, juste pour rappeler, c'est pas la sobriété, c'est pas la même chose. Hein. La sobriété, c'est consommer peu de ressources et d'énergie.
La frugalité, c'est pas la punition, c'est pas la restriction ni l'austérité. Hein. Étymologiquement, c'est la juste récolte des fruits. Et par juste, on entend juste ce qu'il faut pour nous nourrir. Et juste ce qu'il faut, ça implique aussi une bonne répartition, qu'il n'y en ait pas qui s'en accaparent beaucoup et puis d'autres moins. C'est une juste répartition. Et ça demande comme approche, pour l'appliquer, on va dire une certaine radicalité. Et par radicalité, on n'entend pas l'extrémisme, on entend plutôt prendre les choses à la racine afin de bien les comprendre les origines et pouvoir globaliser. Et pour moi, ma définition, ça serait de faire le mieux possible en fonction de ce qu'on a, en fonction des compétences, et puis du programme et du budget qu'on va nous confier. Donc, comment faire et que faire? Donc là, je ne vais pas recommencer, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le manifeste d'Archipel Zéro, hein, ne plus démolir, ne plus construire, avec les matériaux de proximité, peu transformés, renouvelables ou abondants, et dont l'extraction n'est pas néfaste. Hein. Je dis ça parce qu'on pourrait très bien, quand on parle de géosourcé, considérer que la Terre, elle est toujours, toujours c'est écolo à ce moment, on pourrait dire la même chose du sable, et en fait, on sait bien que des extractions massives ou pas du tout bien localisées, c'est pas assez néfaste pour l'environnement. Donc, c'est pas le fait d'être bio ou géosourcé n'est pas suffisant. Et il faut aussi ajouter le fait que ça ne pose pas de problème et que ça ne soit pas néfaste pour la biodiversité et pour notre environnement. Donc, je vais dérouler en fait comment appliquer cette éco-conception. En fait, c'est pendant tout le processus de la programmation, constitution d'une équipe, et ensuite le déroulé des études, du diagnostic ou esquisse, jusqu'au chantier et après. Donc, l'idée, c'est d'illustrer en fait tout le processus d'une opération, donc en commençant par au stade de la programmation. Donc, l'idée, c'est de bien comprendre les besoins réels. Enfin, déjà, faut-il construire? Déjà, se poser au moins la question. Est-ce qu'on ne peut pas répondre à un programme, à des besoins plutôt par un programme de construction transitoire ou de construction saisonnière? Ou est-ce qu'on a vraiment besoin de construire? Est-ce qu'on ne peut pas déjà utiliser ce qu'il y a sur le site, hein? Voilà, donc c'est vraiment réinterroger les besoins pour essayer d'y répondre de la façon la plus juste, de la façon minimale, ce n'est pas le bon mot, mais voilà, la plus juste. Et d'étendre le cadre réglementaire. Donc, j'entends par là faire en sorte que le programme ne complique pas l'opération par la suite si on veut répondre de façon frugale. Donc, parfois avec des matériaux qui ne disposent pas d'un cadre réglementaire ou d'avis technique. Hein. Donc, il est possible de répondre simplement. Et là, je vais m'appuyer sur des exemples. Donc, le hangar zéro au Havre, donc, qui est on appelle ça le laboratoire citoyen de la transition écologique. C'est un projet qui est issu de réinventer la Seine, un appel à manifestation d'intérêt qui avait eu lieu en 2016. Et donc, c'était réinventer la Seine à la suite de réinventer Paris. Hein. Il y avait plusieurs sites tout au long de la Seine, dont le hangar haut au Havre, situé au bord d'un bassin fluvial. Et donc, c'est un projet sur lequel on travaille depuis 5 ans et qui est une émanation en fait, d'Alternativa Le Havre, qui était au moment, je vous le rappelle, au moment de la COP 21, un mouvement citoyen qui avait émergé, qui entendait montrer que on n'attendait rien des COP. Hein. Je ne sais pas si la COP 27 va sortir quelque chose, mais en tout cas, COP après COP, on voit bien qu'il y a des engagements et qui finalement ne donnent pas grand-chose et que l'idéal, c'est que tout le monde se mobilise, en fait. Et le but des Alternativas, c'était de montrer qu'il y avait déjà une mobilisation et c'était de la rendre visible. Et c'était de montrer à travers ce qu'on appelait un village des alternatives. Alors ça, il y en a eu 150 en Europe en 2015.
150 villages des alternatives dans ce mouvement Alternatiba, et qui était de montrer en fait tous les acteurs déjà présents sur le territoire qui se mobilisaient dans tous les domaines, que ce soit l'agriculture biologique, l'éco-construction, les systèmes d'échange libre, voilà. Donc, ce village des alternatives avait eu lieu au Havre, ça avait eu un grand succès. Et à la suite de ça, on s'était dit que c'était dommage que ça se termine aussi brièvement. Donc, en fait, on a cherché un lieu. Et c'est à ce moment-là que, de façon très opportune, le Réinventer la Seine a mis dans le panier le hangar haut, que le collectif Alternatiba Le Havre a rebaptisé le hangar 0 pour présenter justement, être candidat, et on a été lauréat. Et donc, ça fait 4 ans qu'on construit ce lieu maintenant, qui sort de terre, qui commence à être animé. Donc, c'est un lieu qui réunit un petit peu tous les acteurs du village des alternatives à l'époque. Donc, on avait une pépinière de l'économie circulaire, une plateforme de matériaux de réemploi qui s'appelle Permac, que j'ai créé, des ateliers partagés, un jardin, une serre, aquaponique, une boutique, un restaurant associatif. Donc, tout ça est en cours de construction. C'est un lieu qu'on veut être un lieu surtout d'expérimentation. En tout cas, nous, architectes, c'est là qu'on teste un petit peu plein de choses. Et quand je parlais de détente du cadre réglementaire, c'est ce qu'on a appliqué ici, c'est-à-dire faire en sorte que le minimum que la réglementation soit la moins contraignante. Donc, il y a notamment la classification de l'établissement. Veiller à ce que s'il y a une partie code du travail, une partie ERP, ça soit bien scindé en deux. Donc là, au hangar 0, on a réuni au rez-de-chaussée tout ce qui est ERP, établissement recevant du public, et en étage, des locaux de travail qui ne reçoivent pas le public, sauf de façon, on va dire, des clients ou des partenaires, mais pas de public, en tout cas pas plus de 20 personnes du public dans les étages. Très important également, la hauteur du dernier plancher, qui ne doit pas être supérieure à 8 mètres. Donc, dans toutes vos opérations, si vous avez moyen d'agir au stade de la programmation, c'est de veiller à ne pas dépasser 8 mètres pour le dernier plancher, ce qui équivaut à peu près à un R+2. Au-delà du R+2, par exemple, vous ne pourrez pas mettre de paille. Les règles pro paille ne sont pas, dans le domaine d'application, on ne doit pas monter à plus de 8 mètres, ou alors c'est assez compliqué, on en parlera tout à l'heure. Il y a également la tenue au feu, des barrières de feu également à prévoir entre les étages. Il n'y a rien à appliquer quand c'est en dessous de 8 mètres, à condition qu'il n'y ait pas de locaux à sommeil. Donc, quand je parlais de scinder les usages, il y a bien sûr la partie ERP, la partie code du travail, et puis éviter autant que possible d'y mélanger du logement. C'est essayer de scinder tout ça et que ça soit bien isolé, de façon à détendre ce cadre réglementaire qui, dans le cas de code du travail, si on peut se classer en code du travail, est plancher à moins de 8 mètres. Alors là, il y a très peu de réglementation, avec notamment la réaction au feu des matériaux, M1, M2, M3, maintenant c'est A1, BS3, D0, etc. C'est un petit peu changé, c'est la classification européenne, ne s'applique pas. Donc, ce qui permet d'expérimenter, donc on ne s'en prive pas au hangar 0. On invente des choses, on essaye de travailler avec ce qu'on a, des déchets, et de façon tout à fait, on va dire, consciente. On a pris un bureau de contrôle, on ne fait pas n'importe quoi. Mais voilà, donc c'est déjà au stade de la programmation, veiller à détendre le cadre réglementaire pour simplifier par la suite le recours à des matériaux qui ne bénéficient pas d'avis techniques. Au stade de la constitution de l'équipe, donc là c'est plus pour les maîtres d'ouvrage, bien sûr faire appel à des acteurs plutôt sachants, des acteurs convaincants, de manière à pouvoir réunir dans cette équipe, on va dire, une dynamique qui puisse être fédérée, si possible, spécialisée, mais ça ne veut pas forcément dire trop spécialisé non plus, qui reste ouvert dans l'approche.
ou alors former les gens, former des acteurs de façon à ce que l'ensemble de l'équipe, que ce soit la maîtrise d'ouvrage, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, programmiste, maîtrise d'œuvre, soit à peu près au même niveau de compétences ou enfin, en fait, dans une opération comme ça, c'est une chaîne d'acteurs et bien sûr, la résistance de la chaîne, c'est la résistance du maillon le plus faible. Donc, si possible, avoir, on va dire, une bonne distribution des compétences. Ensuite, une fois que l'équipe est constituée, qu'on a un programme, passer au stade du diagnostic quand il s'agit de la rénovation ou des esquisses pour du neuf, le moins possible. Alors, c'est la phase, je considère, la plus déterminante dans une opération de cette nature, enfin, qui entend aller assez loin dans la frugalité. Et je pense que ça doit commencer par un inventaire, enfin, pour rester justement dans la proximité, pour rester, on va dire, dans un cadre budgétaire également qui soit maîtrisé. C'est d'essayer le plus possible travailler avec ce qu'on a tout autour, aussi bien en matériaux, mais également en compétences, en entreprises qui savent faire, en procédés. Donc, c'est de faire cet inventaire de façon à ce que le projet procède de ce qu'on a en fait sous la main. Cette esquisse ou diagnostic aurait pour but de pouvoir répondre au programme, mais je pense de façon itérative, c'est-à-dire re-questionner le programme quand on avance dans la définition de la réponse, ne pas hésiter parfois à modifier légèrement le programme si ça peut permettre plus de souplesse, plus de liberté et parfois mieux répondre aux besoins. Bien identifier ce qui rend le projet différent de façon à le caractériser, à savoir vraiment ce dont on a besoin. Et puis, si nécessaire, compléter l'équipe à ce moment-là pour apporter les compétences nécessaires qui n'étaient pas forcément intégrées au départ dans l'équipe. Concerter le voisinage, concerter tous ceux qui peuvent être intéressés par la réponse à ce programme, par cette opération, concerter bien sûr les futurs usagers. Et puis, c'est à ce stade-là où on va pouvoir choisir le bureau de contrôle. On ne va pas le choisir trop tôt. Il faut attendre un petit peu d'avoir avancé au moins dans les esquisses pour savoir comment est-ce qu'on répond au programme, quel type de matériaux on va utiliser, quel procédé, et savoir où on peut avoir des difficultés d'ordre assurantiel notamment. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va demander au bureau de contrôle en fait, de s'exprimer sur… donc, ne pas hésiter à en consulter 3 ou 4, mais pas par le biais d'une annonce, mais de les consulter vraiment au cours d'un entretien où on expose le projet et de leur demander de réagir. Comment est-ce qu'ils peuvent nous accompagner? Comment est-ce qu'ils peuvent nous aider? Le bureau de contrôle, ce n'est pas un ennemi, c'est un partenaire, c'est quelqu'un qui nous aide justement à pouvoir rendre la construction facilement assurable, c'est son rôle. Donc, très tôt, je pense qu'il faut l'impliquer dans la recherche de solutions. Pour ça, je voulais illustrer justement des opérations où beaucoup de choses ont reposé sur le bureau de contrôle. Il y a eu cette opération Paris Habitat là, qui avait fait l'objet de chantiers participatifs de pose de bottes de paille sur un HLM dans le 15e arrondissement. Volker Ehrlich était l'architecte, l'agence Très Vivant. Et ils ont réussi à monter en R+7 avec de la paille. Bon, il s'agissait d'une partie aveugle. C'est la cage d'escalier, c'est le pignon que vous voyez là à droite sur la photo. Mais c'est assez extraordinaire puisque normalement, les rétropailles ne permettent pas de monter à plus de R+8. Bon, c'est là, on va dire, l'imagination du bureau de contrôle qui a permis de… alors, je ne vais pas citer de marque, ce n'est pas la peine, mais tous les bureaux de contrôle maintenant s'y sont mis. Enfin, je veux dire,
aussi bien au réemploi, ils ont tous développé des cellules. Et là, l'idée originale, c'était de considérer que finalement, c'était 3 R+2 superposés et qu'il suffisait de faire en sorte. Donc là, j'avoue que c'est assez gonflé. Enfin, c'est pour ça que je présente cette opération, vous connaissez peut-être. En plus, c'était une innovation dans le mode de pose, puisque les bottes de paille n'étaient pas dans des cadres, des épines en bois, mais étaient portées par des bretelles fixées aux façades. Donc ça, c'est Rich qui avait mis au point ce système-là, validé par le bureau de contrôle après des essais. Et ça a été donc validé et assuré. Il y a aussi toutes les opérations qui ont lieu à Rosny-sous-Bois. C'est une équipe de maîtrise d'œuvre intégrée à la mairie de Rosny-sous-Bois et ils osent des choses que c'est un peu, là notamment le centre de loisirs Jacques Chirac qui est en paille porteuse. C'est leur habitude. Ça, il n'existe pas de règle pro paille. Enfin, il n'existe pas de cadre réglementaire de référentiel pour la paille porteuse. Ils ont audité des bureaux de contrôle pour choisir celui qui serait le plus moteur, on va dire, dans l'accompagnement de cette procédure. Voilà, donc c'est un bâtiment qui cumule en plus beaucoup d'innovations, comme la ventilation, la double flux naturel, enfin ventilation naturelle avec récupération de chaleur. Autre projet où on peut justement parler de la détente du cadre réglementaire, c'est le hangar 0, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, c'est pour illustrer en fait la recherche de ressources au stade donc de l'esquisse. C'est dans le diagnostic. Bon, c'est sûr que le port du Havre est un lieu de réceptacle de tous ces conteneurs, ces montagnes de conteneurs qui peuvent être superposés. On peut en superposer 8. Quand ils sont remplis, les conteneurs 20 pieds, qui font à peu près 30 mètres cubes, ils peuvent peser 30 tonnes. Et donc, celui qui est tout en bas, il porte 240 tonnes. Alors, il faut savoir que les conteneurs, la plupart du temps, sont fabriqués en Chine, donc ce n'est pas de l'acier européen. Donc, ce n'est pas un acier, on ne peut pas appliquer les eurocodes. Donc, la plupart des bureaux de contrôle ne peuvent pas accepter en fait de calcul quand on superpose ou on met des conteneurs en porte-à-faux. Bon, c'est pas des bâtiments, c'est pas de l'acier qui est fait pour le bâtiment. Donc, on ne peut pas appliquer normalement les eurocodes. Ce qui fait que normalement, on ne peut pas justifier un bâtiment en France réalisé avec des conteneurs maritimes. Bon, la réalité, c'est que c'est vrai que ces conteneurs sont quand même capables de supporter. Et là, au hangar 0, on a fait que les superposer, on n'a pas fait de porte-à-faux et qu'on est sur une plateforme qui, anciennement, c'était un dock à café. On pouvait supporter une dizaine de mètres de sacs de café. C'est un ancien dock à café. Donc, en fait, on a simplement utilisé la plateforme telle qu'elle était et utilisé des conteneurs maritimes dernier voyage. Et le bureau de contrôle a tout à fait validé nos solutions, qui étaient une répartition des charges au niveau des pieds des conteneurs pour éviter de poinçonner, puisqu'un conteneur repose sur 4 points. Voilà, bon, tout ça, c'est pour un petit peu illustrer la démarche à la fois d'inventaire des ressources de proximité et aussi de collaboration avec les bureaux de contrôle. À la ferme des possibles, qui est située à Stein, donc c'est une ferme urbaine. Dans ce diagnostic des ressources du territoire, on avait été aidé à l'époque par Bellastock et également Métabolisme Urbain, qui nous avait donc un dispositif qui permettait d'avoir accès à un grand inventaire de toutes les ressources de réemploi. Et on avait bénéficié de ça justement pour cette longue façade en fenêtre de réemploi, issue on est proche d'Épinay-sur-Seine, c'est-à-dire à 3 km de Stein. On avait pu avoir 450 fenêtres comme ça pour constituer nos façades vitrées. Donc de fenêtres de simples vitrages qui avaient été déposés dans le cadre d'une rénovation thermique.
Voilà, donc on a profité de cette ressource pour accompagner un programme dont certains espaces n'avaient pas besoin d'être chauffés. Hein. C'est une cuisine avec des distributions couloirs propres, couloirs sales, qui sont en fait des locaux pour la cuisine qui sont réfrigérés. Et en fait, les circulations n'avaient pas besoin d'être chauffées, simplement mises à l'abri du soleil l'été, et puis l'hiver, juste à l'abri du vent et de la pluie. Donc, ces fenêtres étaient tout à fait adaptées pour répondre à ce programme et les utiliser de façon bioclimatique à travers des espaces tampons et également un mur trombe qui avait été qui a été réalisé en façade sud avec les mêmes fenêtres, en profitant d'une ressource qui était disponible également. Bellastock il lui restait 10 000 briques de BTC, hein, des briques de terre crue comprimée, qu'on avait pu, le client Nova Edia avait pu acheter pas cher à Bellastock. Et on s'est dit, avec ça, en façade sud, on avait besoin d'un pignon qui est relativement non pas aveugle, mais discret, parce que en préservant l'intimité des pavillons tout autour, avec un restaurant, donc le restaurant, la cafétéria de la ferme des possibles à l'intérieur. Il s'agissait d'avoir une certaine discrétion, d'intimité, qui était obtenue justement par ce mur très fermé, mais justement l'utiliser du coup de façon bioclimatique en faisant un mur trombe. Autre application, on va dire, opportune des ressources qu'on peut avoir sous la main, c'est illustré ici par 4 cycleries que Archipel Zéro est en train de faire pour la métropole, le Havre Seine Métropole, qui disposait d'un bâtiment provisoire, un bâtiment modulaire, vous voyez en haut à gauche, très moche, quoi. Enfin, c'est des Algeco, là, c'était la marque Calais. Et ils avaient un programme de 4 cycleries. Donc, on a fait le lien entre les deux, hein, c'est-à-dire qu'ils devaient libérer ce bâtiment situé sur le port pour laisser la place à la fabrication des éoliennes là, qui court actuellement. Et donc, on a proposé de démonter ce bâtiment. Donc, c'est Permac qui l'a fait, la plateforme de matériaux de réemploi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et avec ce bâtiment de 1000 mètres carrés, on a pu faire 4 bâtiments, 4 cycleries au sein des centres de tri de la métropole, réalisés à 95% avec des matériaux de réemploi, en arrivant à un coût vraiment très intéressant, puisque on a fait la différence entre les 3 scénarios, une recyclerie d'à peu près 200 mètres carrés en tout neuf, on était à 1 740 euros. Non, c'était pour les 4 cycleries, pardon, on arrivait à 1 740 000 TTC, en utilisant des Algeco, des modulaires neufs, on était à 1 297 000, et au final, on a sorti l'opération à 1 047 000. Tout ça pour dire que ce n'est pas une question de prix, c'est une question d'opportunité. Là, il y avait vraiment la possibilité de faire quelque chose d'assez simple pour arriver au meilleur prix. À propos du prix, d'ailleurs, même si je n'avais pas prévu d'en parler, quand on parle du réemploi, on dit les réemplois c'est cher, ou alors des maîtres d'ouvrage qui pensent qu'ils vont pouvoir construire moins cher avec du réemploi. Bon, c'est une question qui n'a pas vraiment de sens. Ça dépend de ce qu'on fait, pourquoi et avec quoi. Mais en tout cas, le fait d'utiliser ce qu'on a de disponible dans le meilleur emploi possible, ça peut permettre quand même de bien maîtriser les coûts de l'opération. Ensuite, au stade de l'avant-projet, donc dès lors qu'on veut mettre en œuvre des matériaux comme les matériaux de réemploi, pour lesquels il va falloir apporter quelques garanties, on peut être amené à faire du prototypage. Donc, c'est au stade de l'avant-projet, quand on a mieux précisé ce qu'on allait faire, qu'il faut à ce moment-là faire un planning des prototypages qui doit suivre tout au long des études leur avancement, faire en sorte que s'il y a des besoins je ne parle pas d'ATEX, parce que les ATEX, généralement, c'est très compliqué, on essaye d'éviter ça, mais des appréciations de laboratoire, par exemple, qui peuvent
demander du temps et de façon à ne pas prolonger les délais. On peut très bien rester dans un planning assez de durée assez, ce qu'on a d'habitude sur des opérations on va dire, classiques, à condition de bien anticiper justement ce prototypage et les essais. C'est à ce moment-là aussi qu'on va commencer à chercher les entreprises. Bon, même si on est en marché public, il n'est pas interdit déjà de sensibiliser des entreprises pour qu'elles répondent à un appel d'offres qui promet d'être un peu complexe quand on n'est pas dans un cadre, on va dire, habituel. On pose souvent la question du permis de construire. Bon, c'est évidemment à ce moment-là qu'on va le déposer, sachant que parfois on dépose un permis un peu provisoire, notamment au niveau des façades, quand on n'est pas bien sûr d'avoir trouvé toutes les ressources. Si on veut mettre des menuiseries de réemploi, par exemple, sur des espaces tampons ou des choses comme ça, bon, bah, c'est pas compliqué. Il suffit de déposer un permis bien expliqué aux architectes voyers ou au service instructeur, qui généralement jouent très bien le jeu, ils comprennent bien, et qu'il y aura des permis modificatifs qui suivront. Et très tôt, il faut anticiper le chantier de façon à ne pas subir des problématiques qui n'auraient pas été vues, comme notamment l'approvisionnement des matériaux de réemploi. Je parle ici du lot zéro parce que c'est vrai que c'est une bonne idée qu'avait eu Encore Heureux et puis avec Albert et compagnie sur le WIP à Caen, d'inventer ce concept du lot zéro qui permet en fait de centraliser l'approvisionnement des matériaux de réemploi avec une entreprise ou on va dire une plateforme de matériaux de réemploi dédiée à l'opération et qui permet aux autres entreprises en fait d'être approvisionnées sous la responsabilité de cette entreprise-là, plutôt que de demander à toutes les entreprises en fait d'assumer la charge de trouver des matériaux de réemploi et puis d'être un peu seul en fait dans leur lot. Le lot zéro, c'est pas mal. Personnellement, quand on peut faire différemment, je préfère que toutes les entreprises s'y mettent, enfin que tout le monde, en fait, que ça soit on va dire un processus partagé par toutes les entreprises plutôt que le lot zéro. Bon, par contre, en marché public, je pense que ça a permis de simplifier les procédures. Ensuite, au stade de la consultation des entreprises, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut les préparer pour éviter de se retrouver avec un appel d'offres infructueux, parce que les entreprises auraient consulté un dossier auquel ils n'auraient rien compris, ou alors ça leur aurait fait peur, ils auraient appelé leur assureur, qui leur aurait dit bah non, n'y allez pas, moi j'assure pas avec les matériaux de réemploi, etc. Donc en fait, il faut pouvoir recevoir l'ensemble des entreprises, faire un petit peu de pédagogie, et puis essayer de leur donner envie d'y aller. Contourner les difficultés des marchés publics, bon, il y a toujours moyen, il faut travailler avec les services juridiques pour arriver à trouver des solutions. Et puis également anticiper, imaginer dans le CCTP des plans B, voire des plans C. C'est-à-dire à chaque ressource de réemploi, trouver un équivalent, soit un autre gisement de réemploi, soit le plan ultime, on va dire, la mort dans l'âme, faire du neuf. Donc pour illustrer un petit peu ces tracasseries qu'on peut avoir quand on utilise des matériaux de réemploi, et encore plus quand on fait du réusage. Vous connaissez la définition, on va dire, administrative du réemploi, c'est redonner c'est remettre en œuvre un composant qui n'est pas un déchet, qui n'est pas devenu un déchet, dans le même usage. Une porte reste une porte, un sanitaire reste un sanitaire. Par contre, dès qu'on veut changer l'usage, détourner l'usage, en fait, ça n'a plus de nom. Ça n'existe pas dans la loi française, dans la réglementation. On a donc le réemploi que je viens de définir. Il y a la réutilisation, qui est le fait de mettre en œuvre un composant qui est devenu un déchet. Voilà, c'est une nuance
qui a plutôt tendance à disparaître maintenant. Donc, on est obligé de créer un nouveau mot et d'ailleurs, il n'a pas fait consensus. Hein. Moi, je dis réusage, simplement pour ne pas dire réemploi d'un matériau dans un autre usage. Voilà. Bon, là, l'exemple en particulier, c'est des lames de volet roulant. Bon, ça, c'est lames de volet roulant en aluminium injectées de mousse polyuréthane. C'est à peu près 60% des volets roulants qui sont posés en France. Il y a 40% de PVC, puis 60% de… Alors, le PVC, ça se recycle très bien. Par contre, les lames de volets roulants en aluminium injectées de mousse polyuréthane, à cause de ce bicomposant, en fait, c'est très difficile à recycler. En tout cas, c'est très cher à recycler, ce qui fait que en fait, c'est quasiment pas recyclé. Donc, c'est quand même une ressource qui souvent reste très longtemps en bon état, qui va finir soit enfouie, soit incinérée. Voilà. Donc, on a un projet sur l'île Saint-Denis qui est la surélévation du phare. C'est un projet d'ailleurs où Ecopolis nous accompagne, puisqu'on a initié une démarche BDF, bâtiment durable francilien, avec un niveau or qui est demandé, avec un engagement très, on va dire, très volontaire, un engagement, on va dire, social. Ça, c'est le maître d'ouvrage en fait, du phare. Le phare, en fait, ça veut dire pôle d'hébergement, d'activité à résonance écologique et sociale. Voilà, j'ai réussi à le dire. Donc, ça regroupe, c'est une coopérative en fait, qui regroupe des associations d'insertion. Et leur activité, c'est l'insertion. Et ils souhaitent en fait que tous les travaux de surélévation de leur bâtiment, ça représentera, on passera quand même de 1500 mètres carrés à 2500 mètres carrés. Hein, c'est une surélévation assez importante de 2 niveaux et demi, de plus de 1000 mètres carrés. Et ils nous ont demandé d'imaginer des travaux avec le maximum de matériaux de réemploi, le maximum de matériaux de l'île Saint-Denis et des environs, et que ça puisse être réalisé par des entreprises d'insertion et que ça soit innovant, de façon à pouvoir augmenter la surface ou l'horizon des activités des entreprises d'insertion. Donc, on a trouvé ce procédé, de tresser des lames de volet roulant pour faire des bardages. Donc ça, le bureau de contrôle nous a guidés vers des essais de laboratoire qui ne sont pas si compliqués que ça. Hein. Il s'agit simplement de faire des essais en soufflerie pour répondre à un cahier du CSTB sur les bardages métalliques en petits éléments. Voilà. Il faut choisir un référentiel. Et là, on a un devis de 4 000 et quelques euros, sachant qu'il y aura plus de 1000 mètres carrés de bardage en lame de volet roulant. Donc, ça vaut le coup. Ce n'est pas si compliqué. On a juste construit un prototype avec une entreprise de façon à pouvoir faire les essais. D'autres choses qui vont être mises en place, qui nécessitent des prototypes, les dalles de faux plafond. C'est un petit peu comme les lames de volet roulant, c'est un peu le déchet ultime. D'abord parce que les faux plafonds là, en laine minérale, on n'aime pas trop ça. On est souvent obligé d'en mettre parce qu'au final, c'est efficace et c'est pas cher. Mais en fin de vie, on ne veut pas les réemployer, quoi. C'est trop moche. Et puis, en fait, personne n'en veut. C'est quelque chose qui est théoriquement recyclable, mais ça vaut tellement rien à faire qu'au final, même s'il y a un recyclage possible, en fait, c'est très peu recyclé. Donc, c'est un déchet, c'est presque un déchet ultime. Donc, c'est ça que nous, on recherche. On aime bien essayer de leur retrouver un usage. Il se trouve que c'est quand même une ressource intéressante parce que, d'abord, elle est classée au feu, elle est M1, voire M0, ça ne brûle pas. On peut faire des isolants thermiques avec, c'est de la laine de roche. On peut les superposer. Donc ça, on a fait ça au hangar 0, notamment, isoler des parois entre des pièces chauffées et des pièces et des locaux non chauffés. Ce qu'on va faire également sur le phare, sur l'élévation du phare, on va en superposer pour faire des 20 cm de façon à pouvoir isoler, faire une isolation répartie en façade, et également en sous-couche de plancher flottant. Hein, ça peut remplacer le Faltex, l'espèce de résilient qu'on met sous les planchers flottants. Ça marche très bien. On a commencé à le faire au hangar 0. Voilà. Puis encore une fois, ça a toutes les qualités.
c'est un putrécipe. Je suis en train de faire l'article de la dalle de faux plafond qu'on déteste. Mais justement, on essaie de lui redonner une dignité. Et ensuite, au stade du chantier, bon, comme vous savez tous, le chantier, c'est la continuité des études. Ce qui est intéressant, on va dire, dans des chantiers assez engagés, c'est qu'on a ça renouvelle un peu nos pratiques. On a vu déjà en quoi ça allait renouveler au stade des études, mais sans doute encore plus au stade du chantier, où là, on a des nouveaux interlocuteurs. Enfin, je dis nous, architectes, on n'a pas l'habitude on va dire, de se mêler de logistique, de négocier avec des assureurs, de faire appel à des avocats quand il y a des complexités au niveau… enfin, ça, c'est un petit peu avant, hein. C'est plutôt pour rassurer les services juridiques des maîtres d'ouvrage publics. C'est plutôt au stade des études. Mais bon, globalement, le fait être en prise en fait, avec des acteurs avec qui on n'a pas l'habitude, et ben, au final, ça permet d'effacer les rôles un peu. Enfin, il y a des nouveaux rôles, mais il y a aussi, entre la maîtrise d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, les assistances aux maîtrises d'ouvrage, une espèce de front commun, on va dire, qui est au niveau humain plutôt intéressant. Quand on commence à avoir l'habitude, dans tous les chantiers, de travailler avec les matériaux de réemploi, il y a une simplification qu'on peut faire à notre propre échelle, c'est d'utiliser chaque chantier comme un gisement de ressources qui peut servir à d'autres, et ça sera illustré à d'autres chantiers sur les slides qui vont venir. Et également, un chantier comme ça, j'aime bien dire que c'est un peu comme le projet, c'est un peu une partition, et que le chantier, c'est l'interprétation de la partition. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet figé, que si on veut donner le maximum de chances à ce chantier d'aboutir à la meilleure chose, au plus beau bâtiment, c'est aussi de pouvoir profiter de toutes les opportunités qui peuvent se présenter, qui n'étaient pas forcément présentes au stade des études et dont on peut bénéficier. Donc, c'est ne pas hésiter à modifier le projet pour laisser la place à une ressource formidable, par exemple, de façon à donner encore plus de qualité à ce projet. Donc, il ne s'agit pas d'improvisation, je dirais plutôt qu'il s'agit de navigation à vue, et de laisser, on va dire, une place à l'indétermination. Et puis enfin, les chantiers participatifs, qui sont un moyen, en fait, de diffuser ces pratiques-là, de partager leur intensité sociale, mais également, de façon très opportune, c'est de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec les entreprises. Quand vraiment, il n'y a pas moyen, on ne trouve pas d'entreprise pour le faire, que c'est des choses simples à faire, que c'est beaucoup de main-d'œuvre, c'est le moment de faire un chantier participatif. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors, les chantiers en tant que gisement, c'est simplement… là, l'illustration, c'est les escaliers à la ferme des possibles qui ont été réalisés avec les chutes de charpente. Bon, ça, c'est une idée toute simple. On peut imaginer aussi que d'un chantier à l'autre, et c'est là où ça peut être intéressant, les chutes de chantier, là, on voyait un bâtiment que j'avais fait à Paris, tout en CLT. Excusez-moi, je ne le ferai plus. Mais les chutes de CLT des portes, en fait, ont été rapatriées au hangar 0 pour faire des planchers, des planchers, mais également pour faire du mobilier. Et c'est vrai qu'un chantier, c'est un gisement. Au niveau des chantiers participatifs, bon, là, j'ai illustré avec justement l'opération de Paris Habitat, qui avait fait donner l'objet à des chantiers participatifs assez intenses, qui avaient regroupé beaucoup de jeunes architectes, d'étudiants qui étaient venus se mesurer à la botte de paille pour mettre en œuvre quelque chose d'assez ouvrageux, qui demandait beaucoup de main-d'œuvre. Justement les bretelles pour porter les bottes. Et également, pour illustrer les chantiers participatifs qu'on a fait à la ferme des possibles, qui était de faire les enduits de finition avec la terre du site mélangée à du carton. Donc, c'était du carton d'emballage du chantier qu'on avait mis de côté. Pourquoi du carton? C'était pour éviter de mettre du sable, tout simplement. On utilise la terre du terrain. Et
et on ne voulait pas rajouter de sable extrait, hein, puisque ça provoque quand même beaucoup de dégâts dans l'environnement, surtout au fond des mers. Donc, on avait fait quelque chose que finalement, aucun artisan terre n'avait fait pour expérimenter cette façon de faire, qui depuis, on a exporté sur plusieurs autres chantiers, pour faire des choses justement assez artistiques, assez intenses au niveau voilà, de la main-d'œuvre, et qui est l'occasion de créer un réseau, enfin de donner des envies et de faire parler en fait de ces chantiers et de ces pratiques. Quand je parlais de laisser la place au hasard créatif, toujours à la ferme des possibles, vous voyez ces portes qui font pas loin de 3 mètres de haut, en acier, avec du verre sécurite, qu'on a récupéré vraiment pas loin. C'était sur Engie, le bâtiment d'Engie, qui était vraiment à 500 mètres de la ferme des possibles. C'est des portes qui valent neuves 1 500 € à peu près. Nous, on avait juste prévu des portes assez simples en clarite de réemploi. Mais quand on a vu ce gisement passer, on s'est dit, bon, on va leur laisser une place. Donc, on a fait, voilà, on a dû faire une structure porteuse spéciale pour ces portes-là. Et nos petites cloisons en fermacelle ne pouvaient pas les porter, hein. Et au final, ça nous a coûté à peine plus cher pour laisser la place à ces portes qui, sinon, il n'y avait pas un usage immédiat. Elles auraient sans doute fini l'acier recyclé et le verre cassé en recyclage. Après avoir fait donc un petit tour de tout le processus d'études et de chantier, je voulais brièvement vous parler de la façon de convaincre. Parce que vous allez me dire, maintenant, comment on fait? Personne ne me confie ce type d'opération, ou alors en tant que maître d'ouvrage, si je suis dans une collectivité territoriale, c'est difficile de convaincre les services juridiques, de convaincre les utilisateurs. J'ai quelques petits trucs. Voilà. Bon, c'est tout simple, hein, c'est bien sûr s'adapter à son interlocuteur, et puis utiliser la bonne porte d'entrée pour le convaincre. Bon, bien sûr, si c'est quelqu'un de sensible à l'environnement, et je pense qu'on l'est de plus en plus. Enfin, je pense qu'il y a quand même une prise tout le monde commence à se rendre compte de la réalité des choses, donc ça peut nous aider. Donc, dans la lutte contre le bouleversement climatique, la pollution, les déchets, etc., bien sûr, tout ça, c'est des solutions. Mais il y a toujours quand même ce déni qui existe, et puis peut-être ce ras-le-bol de l'écologie punitive. L'écologie, ça commence à bien faire, vous savez. Donc, parfois, on le sent assez vite, il vaut mieux pas parler d'écologie. Mais en fait, tous ces matériaux, qu'ils soient bio, géosourcés, matériaux de réemploi, en fait, ils ont souvent des performances extraordinaires. Enfin, c'est le cas de la terre crue, le cas de la paille. Je ne vais pas vous faire un cours théorique là-dessus, mais ou le chanvre, c'est des matériaux, on ne saurait pas les faire. On ne saurait pas les faire de façon artificielle, avoir les mêmes qualités d'isolation, de thermique, de changement de phase naturel. C'est des choses qu'on ne peut pas reproduire. Donc ça, c'est des choses, c'est vraiment quelque chose à mettre en avant. En plus, c'est souvent des matières très esthétiques. Donc, si quelqu'un est sensible au beau, enfin à la belle matière, c'est quand même assez simple d'arriver à convaincre. D'autres plus sensibles, on va dire, à l'aspect social, c'est justement parler de cette intensité sociale qu'elle crée sur le territoire de proximité. Ça nécessite de rencontrer les gens qui vont fournir la paille, de rencontrer les gens qui fournissent des matériaux de réemploi. Donc, ce n'est pas des choses qu'on commande sur catalogue, qui nécessitent vraiment une approche, on va dire, très, très humaine. Un politique, quel que soit son bord, il sera toujours sensible à l'économie locale, surtout si c'est un élu local. On sait bien que toutes ces façons de construire, ça relocalise en fait l'économie. C'est plus de main-d'œuvre, c'est moins d'achats, c'est moins de matériaux qui viennent de loin. Et si ça coûte le même prix, en réalité, c'est beaucoup plus de main-d'œuvre et moins d'achats. Voilà. Donc, c'est quand même des arguments qui sont assez puissants pour convaincre.
Et puis, en ces temps de pénurie sur les matériaux, vous savez combien de temps maintenant on attend les fenêtres, les menuiseries extérieures, etc. Bah, c'est la disponibilité, en fait, de ces ressources qui sont là. Enfin, quand ça a été anticipé, eh ben, au moins, elles sont disponibles. Beaucoup plus actuellement que certains matériaux issus de l'industrie. Et pour finir, bah, il y a un aspect, on va dire, philosophique aussi, ou patrimonial. Le fait de construire avec des matériaux de proximité, bah, voilà, ça donne plus de sens, ça donne des fondements, on va dire, assez faciles à faire accepter. J'ai quelque chose pour illustrer ça. C'est un des premiers bâtiments, on va dire, très engagés qu'on a fait Archipel Zéro. Il a bientôt 10 ans. C'est une crèche tout en chaume et en paille qu'on a fait à Bréauté-Beuzeville, juste en face de la gare, la ligne Paris-Le Havre. Voilà. Et il y a eu un petit appel d'offres, et puis la communauté de communes n'était pas du tout engagée, on va dire, écologiquement. Et c'est un petit bâtiment qui existait, une maison familiale, curieusement en chaume, une chaumière des années 70, voilà, qu'on devait agrandir pour la transformer en crèche. Donc en fait, c'était assez facile même si c'était pas écolo, de dire bon bah voilà, pour une crèche, le chaume c'est vraiment sympa. Il y a le côté chaumière, le côté un peu onirique, on va dire, quelque chose de doux, de chaleureux dans le chaume. Bah, c'était évident que on est dire l'extension, bah oui, on va la faire en chaume. Une fois qu'on a parlé du chaume, on dit bah, essayer de trouver quelque chose pas à pas. Amener la paille pour arriver justement à cette architecture, on va dire, totalement végétale, qui est finalement assez désirable. Et puis pas à pas, leur dire que bah, on a un bâtiment qui est quand même très vertueux. Dans une crèche, on utilise beaucoup d'eau chaude. On a intérêt plutôt à avoir un chauffe-eau solaire et puis après tout, pourquoi pas chauffer aussi avec une chaufferie bois, puisque le gaz, on n'était pas raccordé au gaz. Enfin bref, il y a toujours un moyen d'arriver à ses fins petit à petit. Et ça, à l'époque, l'agence n'était pas trop paille, on n'avait pas une grande expérience finalement de l'architecture écologique. Mais j'aime bien utiliser cet exemple pour montrer qu'on avait réussi à aller assez loin dans ce premier projet très engagé, on va dire. Dans les futurs projets engagés de l'agence, je voulais juste faire la pub de la Maison de l'Environnement, qui part en appel d'offres, enfin, qui est en résultat d'appel d'offres, dont les travaux vont démarrer bientôt. C'est un bâtiment zéro béton, construit avec les ressources du site, notamment le châtaignier. Hein, vous voyez les bardeaux les tuiles de châtaignier, avec les châtaigniers du site. Tout ça pour vous dire qu'il va y avoir des chantiers participatifs l'été prochain d'enduit terre, de mise en place de bottes de paille et de murs en BTC. Donc, quand je disais se former, ce n'est pas que les formations, c'est aussi aller sur des chantiers participatifs. Ça permet d'apprendre en faisant. Voilà, ça devrait être fin août, début septembre 2023. Quelques vues de cette maison de l'environnement. Voilà, je crois que j'ai utilisé le temps qui m'était imparti. Je vous remercie. C'est nous qui te remercions, Frédéric. Bravo pour la présentation. Ça fait bien le lien avec le nuage de mots qu'il y a eu en introduction sur le côté le bon sens, la simplification, l'évidence, l'habitat léger. Je reprends un petit peu les mots qui avaient été partagés par le public. On va prendre vos questions dans le chat si vous en avez, à moins que tout ait été extrêmement limpide. Mais si vous voulez poser vos questions, on va terminer à 16h15, donc on a encore une grosse dizaine de minutes. Il y avait une première question, Frédéric, je crois qu'elle était apparue au moment où tu parlais de la façade du projet Le Phare. Une question sur l'entretien de la façade. Est-ce que... alors, je la recherche. Ça, on ne peut pas le dire encore. On va en réaliser une centaine de mètres carrés à proximité du phare, à l'îlot, en fait, au bout de l'île Saint-Denis, pour voir ce qui se passe. Enfin, on aura à peu près 6 mois de recul.
On craint un peu les mousses au niveau de l'intersection des tressages. Mais après tout, peut-être pas, en fait. Parce que l'avantage de l'alu laqué, bah, c'est que c'est quand même la pluie quand même ruisselle dessus assez facilement. Et puis les mousses, bah, en fait, peut-être après plusieurs années, bon, après, c'est un coup de Karcher, ça peut sans doute s'arranger, ou peut-être accepter les mousses. Enfin, peut-être que ça va révéler finalement plus le relief, on verra mieux le tressage, peut-être. Bah, l'entretien, pour moi, il n'y en a pas. Enfin, c'est la pluie qui lave la façade. Et puis, si vraiment ça devient moche, bah, il y aura peut-être un petit coup de Karcher à donner tous les 4-5 ans. Je pense que ça répond à la Bah, je ne question. sais pas, en fait, je ne peux pas répondre. Il faut attendre, on verra bien. En tout cas, il faut informer le client qu'il y a un risque. Il faut qu'il l'accepte. On a une seconde question qui est apparue dans le chat. Je répète pour le public, si vous avez des questions, on a encore un petit peu de temps, donc n'hésitez pas. Madame Brun de CDC Conseil qui demande, concernant les chantiers participatifs, comment ça fonctionne, entre guillemets, juridiquement, en termes de responsabilité. Est-ce que vous passez par un site particulier d'annonce? Est-ce que tout maîtrise d'ouvrage peut engager un chantier participatif? Bah, sur à Épinay-sur-Seine, c'est public, hein, c'est la mairie d'Épinay-sur-Seine. Et on a prévu de faire un chantier participatif. Donc, je crois qu'effectivement, c'est assez rare hein, pour du public. Généralement, c'est plutôt, je ne sais pas, la ferme des possibles, c'est une coopérative, voilà, c'est privé. Bah, ce qu'il faut, en fait, bien sûr, il n'y a pas d'assurance décennale. On n'est pas, c'est de l'autoconstruction participative. Hein, donc, on ne le fait que pour des ouvrages sur lesquels il n'y a pas vraiment d'enjeu assurantiel. Des enduits de finition, par exemple, bon, bah, si c'est raté, il suffit c'est de la terre, il suffit de remouiller et de refaire. Enfin, il faut refaire un chantier participatif pour réparer l'enduit terre, par exemple. Il n'y a pas il y a pas vraiment d'enjeu. Le seul enjeu, c'est l'assurance responsabilité civile. En fait, c'est qu'il y ait des blessés sur le chantier, des gens qui se blessent voilà, sur un chantier. Bon, bah, en fait, il faut faire ça dans un cadre assurantiel, soit en passant par des associations. Il y a Twiza, par exemple, qui fait ça. Tous mes chantiers participatifs en Normandie, je les fais avec l'ARP, qui est un peu l'équivalent d'Ecopolis pour la Normandie. Mais eux, ils font pas mal quand même. Ils sont beaucoup en lien avec les autoconstructeurs. Et sinon, bah, dans le cadre de Épinay-sur-Seine, ça sera sans doute une association de quartier qui prendra en fait sous sa coupe ce chantier participatif pour bénéficier en fait de l'assurance. Il faut simplement que les participants bah, adhèrent à l'association. Une assemblée générale peut convenir que ça sera à prix libre. Hein. C'est ce qu'on fait au Hangar Zéro. Les gens viennent et adhèrent à la coopérative à prix libre euh, pour être assurés, tout simplement. D'accord. On a une troisième question, Frédéric, dans le chat de Boris Martiot, qui te remercie pour la présentation et qui demande au niveau des fondations du bâtiment, donc en sous-œuvre, quelles sont vos solutions de réemploi? Est-ce que tu as Alors, déjà en réemploi, j'ai une solution zéro béton, hein, c'est les pieux. Les pieux vissés, bon, c'est de l'acier, c'est pas beaucoup mieux, mais l'avantage, c'est si on veut démonter le bâtiment un jour, on peut dévisser les pieux et il reste rien. On emprunte vraiment zéro et ces pieux pourront peut-être resservir. Hein. Après, bah, on peut faire des fondations cyclopéennes aussi, ou des gros blocs de pierre ou des blocs de béton. Enfin, pourquoi pas utiliser des blocs de béton Enfin, ça, je ne l'ai jamais fait, mais il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, on peut faire des fondations cyclopéennes avec du béton de réemploi, enfin des gros blocs de béton. Bon, après, il y a sans doute plein de calculs à faire qui vont être un peu compliqués. Voilà. Euh, mais voilà les solutions que je pourrais imaginer. Eh bien, écoute, je te remercie, Frédéric, au nom de tous les participants qui ont félicité ta présentation dans le chat. Merci beaucoup d'avoir animé la masterclass. Pour le public, je vous donne rendez-vous demain pour ceux qui sont disponibles à la même heure et qui sont intéressés par le sujet de la responsabilité des maîtres d'ouvrage en tant que producteurs de déchets. Marianne Gourcuff, qui est juriste consultante spécialisée en prévention et gestion des déchets, nous fera le plaisir d'animer la masterclass sur le même format, 50 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Je vous dis à demain. Au revoir. Au revoir, Élise.